Au fil des pages s'installe à présent sur la chaîne qui rassemble. C'est le rendez-vous des amoureux de la littérature, le lieu incontournable de découverte de nouveaux romans et surtout de l'actualité littéraire de Côte d'Ivoire. Ce soir, nous recevons Fabrice Goho qui signe Le Proviseur endetté. Amis du livre, bonsoir et bonsoir Monsieur Goho. Bonsoir Madame. Soyez le bienvenu. Merci Madame. Je l'ai dit, on parlera du Proviseur endetté. C'est un roman de 129 pages. Justement. Très bien. Ce roman s'inscrit dans un mouvement, on dira, qui est celui de la néo-négritude. Justement. Vous pouvez le décrire, ce mouvement? Merci de me recevoir déjà sur votre plateau. Le mouvement de la néo-négritude, il est tout nouveau. Il n'a pas encore 10 années de vie. C'est un mouvement qui s'appuie sur la négritude. Comme vous le savez, la négritude, c'est un thème, c'est un néologisme de Senghor, Césaire et autres. Parce que vous savez que les couleurs de peau, il y en a 3. La peau blanche, la peau jaune et la peau noire. Alors, pour nous vilipender, on ne nous a pas appelés noirs. On est allé à l'injure qui est le nègre. Du coup, les gens ayant fait les études, nos aînés, Senghor dont j'ai parlé, vont employer ce terme-là pour le révaloriser et dire que non, l'homme noir n'est pas un animal. Et à partir de là, ils vont combattre pour que les valeurs coutumières et autres soient reconnues à l'homme noir, ce qui n'était pas le cas autrefois. La néo-négritude maintenant, elle, est-ce que l'homme noir pour lequel ceux-là se sont tant battus, est-ce que l'homme noir vaut encore aujourd'hui cette dignité-là? Est-ce qu'il est conscient? S'il est conscient qu'il y a eu des batailles et que lui également doit mener d'autres batailles, toujours pour sa dignité. C'est en quelque sorte la néo-négritude, mais la néo-négritude s'intéresse aussi à... se pose beaucoup de questions sur tout ce qui se passe au niveau de l'être humain. Très bien. Alors, le décor est planté. Hein. Dans quelques instants, on parlera précisément de l'œuvre et donc de l'histoire qui y est relatée. Pour l'heure, je vous invite tout simplement à rejoindre Renaud Kobia, qui nous emmène dans la commune d'Abobo à la découverte d'une bibliothèque qui aura bientôt 40 ans. Créer une bibliothèque dans son village d'origine, tel est l'objectif que s'est fixé notre invité du JT littéraire de ce jour. Journaliste au sein du groupe RTI, cette passionnée de littérature nous présente son projet et la localité dans laquelle elle souhaite le réaliser. J'ai pour ambition d'ouvrir une bibliothèque et une salle multimédia à Karakoro. Karakoro, c'est une localité, c'est une commune dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle est située à 10 km de Korogo. Et ce projet, c'est dans cette localité que j'ambitionne d'ouvrir cette bibliothèque-là. Alors, c'est une localité qui a été érigée en commune en 1995 et elle manque encore d'infrastructures. Les élèves de cette localité n'ont pas d'espace souvent pour se retrouver, pour étudier ou bien pour avoir des ouvrages adéquats pour poursuivre normalement leur cursus scolaire. Et donc, cette bibliothèque, à ma foi, viendra quand même apporter un peu ce besoin-là aux élèves de cette localité. Alors, l'idée de création de cette bibliothèque et la salle multimédia m'est venue naturellement lorsque j'ai eu à présenter l'émission littéraire de la radio. Alors, cette émission, elle m'a été confiée, je crois, en 2016. Et depuis 2016 à nous sommes en 2021, j'ai quand même amassé pas mal d'ouvrages. Comme j'ai amassé assez d'ouvrages, l'idée m'est venue, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je vais en faire? J'ai assez d'ouvrages à la maison, je suis la seule à profiter de ces ouvrages-là. Pourquoi ne pas les mettre à la disposition des élèves? Pourquoi ne pas les mettre à la disposition peut-être de certaines personnes qui pourront en profiter? Je me suis dit, mais si j'envoyais ces ouvrages-là aux étudiants et aux élèves de cette localité, ils pourront quand même profiter un peu de ce savoir-là. Et c'est comme ça l'idée m'est venue de mettre ces ouvrages à la disposition des apprenants de cette localité. Alors, mettre des livres à la disposition des élèves, comment? Naturellement, si on ouvre une bibliothèque, que tout le monde pourra
consulter, alors je pense que ça peut être profitable à tous. C'est comme ça l'idée est venue d'ouvrir cette bibliothèque. Les objectifs que je poursuis sont naturellement, dans un premier temps, animer la vie locale. Je me rends compte que les élèves, après les cours, ils rentrent directement chez eux à la maison. Ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas de cadre pour se retrouver. Et quand ils ont besoin d'ouvrages, c'est souvent difficile d'aller sur Korogo, aller consulter des ouvrages qu'on n'a pas forcément dans les établissements. Alors, une bibliothèque va permettre d'animer la vie dans la localité. Ce sera un lieu de rendez-vous pour ces élèves-là dans un premier temps. Et dans un second temps, une bibliothèque va permettre d'améliorer les résultats scolaires de tous les apprenants de la localité. Et nous lançons donc un appel de don de livres. Tous ceux qui ont des ouvrages qu'ils n'utilisent plus, tous ceux qui peuvent apporter leur contribution à la réalisation de cette bibliothèque, naturellement en apportant des ouvrages, peu importe que ce soit des romans, des livres, des manuels scolaires, que ce soit des ouvrages scientifiques, des revues, tout ce qui est littérature, peu importe que ce soit la science, l'orthographe. Enfin, nous lançons un appel à don de livres à tout le monde, à tous ceux qui vont écouter, qui vont regarder un peu cette vidéo pour vraiment aider à contribuer à l'essor de cette localité. Si ce projet voit le jour, c'est près de 7000 élèves de Karakoro qui bénéficieront d'un cadre idéal pour leurs études et qui auront la possibilité de découvrir d'autres horizons à travers la lecture. Merci Renaud qui nous déniche toujours de très beaux reportages, toujours en rapport avec la littérature bien évidemment. Monsieur Fabrice Goro est notre invité du jour, le proviseur endetté, c'est l'œuvre dont on va parler à présent. Alors pour situer l'histoire, elle se passe à Alsave. C'est une ville imaginaire, donc, dans laquelle un village plutôt, dans lequel les choses vont bientôt changer. Justement. Alsave, c'est un village nanti, un village riche de son potentiel, un village qui a beaucoup d'éléments pour se prévaloir de villages heureux. Et les villageois ne le savaient pas. Et un matin, des investisseurs vont descendre dans ce village, ils vont se rendre compte que ce village possède beaucoup de potentialités. Et c'est à partir de là qu'ils vont s'intéresser à ce village. Et puis, comme je l'ai dit, ils vont procéder par la mauvaise manière, c'est-à-dire la roublardise. Et ils vont saisir les biens du village par le truchement des biens financiers. Et comme le chef et sa chefferie, c'est notable, étaient des vénaux, c'est-à-dire des gens qui aimaient beaucoup l'argent, eh bien, ils vont tomber dans ce piège-là. Et Alsave va devenir vassal. Donc, vous comprenez l'anagramme entre ces deux termes-là. Alors, les trois nouvelles mœurs que les investisseurs blancs essaient d'imposer donc aux populations, qui sont l'homosexualité, l'émancipation des femmes et la polygamie. La polygamie, pour un pays africain dans lequel se situe l'histoire, n'est pas nouvelle, en fait, contrairement à peut-être l'émancipation des femmes, quoique, et l'homosexualité. Je vais vous le dire tout de suite. Hein. Vous savez, quand vous procédez par roublardise, comme je l'ai dit, si vous venez tout de suite, parce que le X, c'est l'homosexualité. Voilà. C'est vraiment ce qui a posé problème au village. C'était ça que les investisseurs voulaient asseoir dans le village. Ce n'est pas la polygamie, comme vous le dites. Nos sociétés sont polygames, etc. Et l'émancipation de la femme. Mais s'ils viennent tout cru dire que nous voulons vous aider, mais accepter la polygamie, ce serait tout de suite une levée de bouclier. Et donc, ils vont associer tous ces éléments en un seul. Et puis, ils vont faire signer un partenariat d'une manière voilée aux villageois. Sinon, l'élément fondamental, c'était l'homosexualité. Vous êtes d'accord avec moi que moi, j'ai fait le Nord. Vous ne pouvez pas dire à un parent du Nord, c'est pas possible, l'homosexualité. Aujourd'hui, de plus en plus, mais dans les sociétés urbaines, il faut dire que dans les sociétés traditionnelles africaines en général,
Je suis de l'Ouest, c'est des choses que nous ne connaissons pas. C'est un peu cela. Donc, c'est surtout cela que les gens voulaient asseoir dans le village. Et ils ont maquillé cela à travers la polygamie, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il paraît même qu'il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Donc, c'est toujours bon d'être... il paraît. C'est une fausse rumeur. Bon, d'accord. Alors, on revient à notre personnage principal dans l'œuvre qui est Bayé. Bayé. C'est lui le proviseur endetté. C'est lui le proviseur endetté. Bayé a vu de loin que ce partenariat-là nous conduirait, sinon les conduirait droit dans le mur. Il a dit, mais comment peut-on emprunter le nez de l'autre pour respirer? Comment emprunter les jambes d'un autre pour courir? On sera déçu très bien. Et très sous peu, on ne l'a pas écouté parce qu'il venait d'avoir le bac. Il était tout jeune. On lui a dit, mais petit jeune homme, écoute, etc., etc. On l'a rabrouillé. Et dans cet élan souverainiste, parce que Bayé, c'était un souverainiste, il a fait la Fessie, etc., il va devenir censeur. Et avant d'arriver, hein, quand il se lève, il se dresse contre ces mœurs qu'on veut imposer, il n'est pas seul. Il est avec lui... 3 à 4 amis. 3 à 4 amis, dont Zéan Monzien, qui aussi était un fessiste, un engagé, plus engagé même que Bayé. Et 2 jeunes filles. Et 2 jeunes filles, Fleur Séké et puis Ndoli. Alors, on précise qu'ils sont tout jeunes, on l'a dit, ils viennent à peine d'avoir le bac. Justement. Et ce sont les seuls, finalement, qui voient venir de loin le drame qui va s'abattre sur eux et qui décident de prendre leur bâton de pèlerin pour combattre donc, ces choses que les investisseurs blancs essaient d'imposer. Justement. Et quand il va devenir censeur, ces investisseurs vont se dire, mais il continue à nous embêter. Bayé, ses amis et lui. En temps, il a un ami qui avait le bac avec lui, qui est devenu magistrat. Bon. Et ils vont se dire, tiens, comme on dit souvent que celui qui mange, qui a la bouche pleine, ne parle pas. Donc, on va construire rapidement un collège ou un lycée dans le village, les investisseurs. Et puis, à travers les micmacs avec le ministère, on va nommer Bayé au village. Et à partir de là, une fois qu'il est nommé, il va calmer ses ardeurs. Mais que non, Bayé, en temps, était très appauvri parce que Bayé, qui était intègre, a commencé à se livrer à la mauvaise vie, les femmes, donc, la boisson. Enseignant qu'il était, il sera endetté. Et pendant qu'il est endetté, on le nomme proviseur. C'est pour cela qu'on a dit proviseur endetté. Alors, Bayé va continuer. Normalement, il devrait se taire parce qu'il était endetté, ruiné. Normalement, il devait se taire parce que ses comptes ont commencé à se renflouer. Mais que non, c'était mal connaître Bayé. Très bien. On reviendra à l'histoire. On parlera également du chef du village qui joue un rôle très important dans l'œuvre. Pour l'heure, je vous invite à suivre cette rubrique dans laquelle on demande à une personnalité tout simplement l'œuvre littéraire qui le ravit en ce moment. On regarde. Je suis Alafé Wakili, je suis journaliste, patron de presse et puis également écrivain. Pas à mes heures perdues, mais j'ai quand même 3 ouvrages à mon actif. J'ai découvert ce livre dans un aéroport et j'ai acheté plusieurs exemplaires pour moi-même et puis pour mes amis avec qui on a la passion de la lecture. Une terre promise du président Barack Obama, c'est un ouvrage merveilleux, extraordinaire. Il parle de son parcours, de sa vie, c'est 900 pages, vous voyez, donc c'est volumineux, et on a de quoi ne pas s'ennuyer pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Moi, je me suis d'autant plus retrouvé que j'ai lu 2 de ses précédents ouvrages, ces 2 ouvrages qu'il a lus, Les rêves de mon père et puis L'audace d'espérer. J'ai lu ces livres-là déjà en 2008, 2009, 2010 et ça m'avait beaucoup inspiré et c'est avec plaisir que j'ai eu à relire cet ouvrage qui rappelle les parties de sa vie déjà évoquées dans les précédents ouvrages. La différence ici, c'est qu'il évoque sa présidence.
ces 2 mandats à la Maison-Blanche, les difficultés qu'il a eu à faire passer sa loi Obamacare, la loi sur la sécurité sociale, la couverture maladie universelle, les batailles avec les républicains, les concessions qu'il a eu à faire, les coulisses, c'est des choses qu'on savait déjà à travers les médias. Mais quand lui-même, le président, en fait un récit, il donne les détails, on voit bien que gouverner n'est pas facile. Et que tu peux avoir une vision, tu peux penser que c'est ce qu'il faut pour ton pays, pour ta nation, mais il y a des obstacles et quelquefois tu te demandes, mais à quoi ça sert? Pourquoi ces choses? Il a fait tellement de concessions pour faire passer cette loi que, on se demande, elle a été totalement vidée de tout son contenu. Aujourd'hui, les gens cherchent encore à la démanteler, mais voilà. C'est ce qu'on retient, une des choses à retenir, la difficulté dans la gouvernance, même dans des pays démocratiques. Parti de rien, parti avec peut-être tout contre soi, aucune chance, la difficulté, et puis arriver à vaincre tous ces obstacles pour se hisser au sommet, devenir le président des États-Unis d'Amérique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça retient l'attention, on retient. Et puis après, être malgré tout, rester malgré tout américain, être américain, incarner l'esprit de l'Amérique malgré les craintes. Musulmans, de pères lointains, noirs, nègres, l'Amérique perdra son âme. Mais malgré la couleur des peaux, malgré l'origine, Obama est fondamentalement américain. Et au point que vous avez vu avec ce qui s'est passé avec le président Trump, on se demande, mais être américain, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est la couleur, c'est quoi? C'est l'éducation. Parce qu'on se demande si Trump est vraiment américain, lui. Parce qu'il a voulu déstabiliser les institutions américaines. Alors qu'Obama est resté politiquement correct. Il est resté un président, malgré ses réformes, dans la vision de l'Amérique, dans la vision du respect des institutions de l'Amérique. Alors que vous voyez que Trump, il a donné l'impression de vouloir dévoyer cet esprit américain et les institutions américaines. Donc c'est tout ça qui inspire dans ce livre et dans la vie et le parcours du président Obama. Souvent on dit la terre promise est toujours de l'autre côté du désert. Mais lui, il a choisi un titre, la terre promise. C'est l'Amérique, c'est la terre de l'espérance. Mais au-delà de l'Amérique, notre monde là est déjà un monde qu'on peut rendre meilleur, malgré les calamités, malgré la mort, l'absence d'éternité. En attendant le paradis d'ailleurs, cette terre promise qui est de l'autre côté du désert, nous pouvons faire de notre monde une terre d'espérance, une terre promise, une terre de bonheur. Elle n'est pas forcément de l'autre côté du désert. Elle est là, le bonheur. Cette terre-là, le bonheur est là avec nous. Et c'est le résumé, le message qu'on peut retenir. Retour sur le plateau, le proviseur endetté qui est signé par M. Fabrice Goho, présent sur ce plateau. On parlait donc de Bayé qui, malgré les vicissitudes de la vie, malgré tous les problèmes qu'il rencontre, ne baisse pas les bras pour autant. C'est ça, en réalité, c'est ce que traduit la néonégritude, madame. Je veux dire que, est-ce que les décisions que nous prenons, est-ce qu'on les pèse véritablement? Est-ce qu'on pèse ces décisions pour savoir si, dans le futur, elles nous seront avantageuses, oui ou non? C'est la grande question, madame. Aujourd'hui, vous pouvez m'offrir des millions, mais est-ce que vous ne visez pas quelque chose en arrière? Et ce quelque chose-là, est-ce qu'il ne va pas ruiner et ma vie plus tard et la vie de mes descendants? C'est ça la néonégritude. Donc il faut anticiper, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que cela se passe ainsi? C'est très facile que des investisseurs viennent, après des échanges, tant de 30 millions au chef Kingston et sa notabilité pour leur dire non, c'est juste... Alors, cette histoire, j'ai l'impression que c'est une allégorie. Et que derrière, il y a une lecture plus large, plus vaste qui peut être faite. Dites le mot, une lecture politique? Non? Pourquoi pas? L'œuvre, moi, je l'ai écrite. Moi, je ne sais plus. Certains verront des visions politiques. Mais moi, je dis que... Les interprétations sont ouvertes. C'est ouvert. D'autant que j'espère qu'il sera au programme dans nos lycées et collèges. J'espère, c'est mon souhait véritable. Alors, c'est ça surtout. La décision que l'on prend, je ne suis pas, par exemple, l'homosexualité, par exemple, c'est choquant pour moi. Et on m'étend de l'argent que je devienne homosexuel, madame.
Quand je dis non, on trouve que j'exagère. Quand je dis oui aussi, demain, je pleurerai certainement. C'est ça. Attention aux actes que nous posons. Alors, vous parlez de néo-négritude. Vous êtes nombreux, les néo-négritudiens, c'est comme ça que ça se dit? Oui, oui. C'est la nouvelle négritude. Le néo, c'est du latin, oui, la nouvelle négritude. Nous sommes quand même une bonne dizaine là. D'accord. Et certains nous appellent, mais il y a tout d'abord qu'il faut être écrivain. Il y en a des professeurs d'université qui disent c'est pas que nous sommes rigides, mais il faut être écrivain parce que c'est l'écrivain qui permet de véhiculer des idées. D'accord. Et donc nous sommes quand même une bonne dizaine et je ne vous dis pas, les gens frappent à la porte. J'espère que ce n'est pas un cercle trop fermé, hein, qu'il peut encore avoir de nouveaux adeptes qui auront peut-être d'autres rôles. Quand vous serez écrivaine, je ne sais pas si vous êtes écrivaine. J'ai déjà écrit un livre qui sera bientôt édité. Nous serons très heureux de vous compter parmi les néo-négritudiens. Très bien. Alors, dernière rubrique de cette émission, on retrouve Renaud Kobia qui se balade dans les rues d'Abidjan et qui a des questions littéraires à vous poser. Question pour un livre, c'est maintenant. Nous sommes au plateau, dans la cité des affaires du district d'Abidjan, et nous avons juste derrière nous la place de la République, lieu emblématique de cette commune dite des affaires. Et c'est ici qu'aujourd'hui, eh bien, on va aller vers les populations et leur demander de nous donner les réponses aux questions qu'on va leur poser, dans l'espoir, bien évidemment, de leur faire gagner des livres. Allez, on y va. Allez, ben, on a des élèves là qui sont en pleine discussion, très animés avec notre assistante. Et parmi eux, bonsoir très cher, comment allez-vous? Ça va bien ou pas? Comment? Mais je le connais ce jeune homme. Tu vas te présenter pour la caméra. Moi c'est Teti Jean de Capistran. Dis-moi, Teti Jean, je vais te faire gagner un livre, hein? Je vais te faire des propositions de réponse. Rassure-toi. Dis-moi, qui a écrit Loin de mon père? Est-ce que c'est Ivana Depo, Seribaï ou Véronique Tano? Il n'y a pas compris les propositions. Les propositions, c'est Ivana Depo, Seribaï ou Véronique Tadjo. Véronique. Et puis le titre, c'est Loin de mon père. Loin de mon père. Sûrement Véronique Tadjo. Sûrement Véronique Tadjo. C'est la bonne réponse, non? Eh bien, il gagne un bouquin qui est offert par la RTI. Il faut le montrer à la caméra. Hein? On dit merci à qui? Merci à la RTI. Allez, merci et bon après-midi. Hein? on a une dame. Viens voir la dame. Bonsoir madame. Venez avec moi. Elle est en train de fuir, hein, on l'a rattrapée. On veut vous faire gagner un livre. Hein? Dites-moi, je vais vous faire des propositions de réponse. Si vous me donnez la bonne réponse, on vous offre un livre. C'est bon? Comment vous appelez? Edith. Edith. Eh bien, Edith, dites-moi, qui a écrit Yacouba, chasseur africain? Est-ce que c'est Assamala Amoa, Amadou Kourouma ou Marcel Amonji? Edith. Bon, je prends Amadou. Amadou Kourouma selon Edith. Verdict? Donne-moi un livre. Elle a trouvé. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Edith repart avec un livre qui est offert par l'équipe de production de l'émission Au fil des pages, Des femmes et des omelettes. C'est le titre du roman qui lui est offert par la RTI. Merci Edith. Merci à vous. Allez, on continue à sillonner les rues du plateau. Viens. Et oui, on continue. Viens. On va saluer le monsieur et la dame qui sont en train de venir. Bonsoir monsieur, dame. Bonsoir, je peux vous prendre une minute? Une petite minute. Comment vous appelez? C'est M. Loukou Amani Ernest. Monsieur Loukou Amani Ernest, dites-moi, je vais vous faire gagner un livre. C'est bon? La RTI veut vous offrir un livre. Mais pour gagner le livre, il faut donner la bonne réponse à une question que je vais vous poser. Dites-moi, qui a écrit le livre Camarade Papa? C'est le titre, hein, Camarade Papa. Est-ce que c'est Joseph Abondio, Paul Aizi, Gauze Henri ou Aimé Césaire? Paul Aizi. Paul Aizi selon monsieur... Monsieur Loukou Amani. Monsieur Loukou Amani. Monsieur Loukou Amani,
Merci. Ce n'est pas Paul Haïzi, c'est plutôt Gauze. Merci d'avoir participé et bonne soirée. Allez, nous on continue à tourner dans les rues du plateau et admirer la place de la République avec sa grande tour là. Et vous avez tout l'espace à côté avec tous les grands immeubles, les jolis bâtisses là. On est au plateau et c'est ici que ça se passe aujourd'hui. Merci à Renaud Kobia. Alors, Monsieur Go, dernière partie de cette émission. Le proviseur endetté, Monsieur Go, c'est votre première œuvre. Il y en a d'autres en préparation? Oui, j'ai une pièce de théâtre qui est prête. Vous savez que le mouvement étant tout nouveau en Côte d'Ivoire, il fallait d'abord aller ici et là l'expliquer, l'expliciter, avant que de sortir un autre livre qui est déjà prêt, une pièce de théâtre dont je... Alors, quels sont justement les moyens que vous comptez mettre en place pour faire connaître la néo-négritude? Nous allons frapper à votre porte, madame, parce que vous êtes à la RTI et nous comptons vraiment... sur les médias? Sur les médias, mais surtout les débats. D'accord. Les débats, les échanges sur toutes les questions, le franc CFA, les indépendances de nos pays africains, mythes ou réalités, etc., etc. Mais nous voudrons être accompagnés véritablement par les médias. Très bien. L'appel est entendu. Le proviseur endetté, donc je le disais, c'est une œuvre qui s'inscrit dans le mouvement de la néo-négritude. Donc bien évidemment, on a connu la négritude avec les précurseurs Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor. On a la néo-négritude qui se pose des questions donc après l'acharnement et le combat de ces grands hommes, que finalement c'est faire un bilan de la négritude. Oui, et dépoussiérer également la négritude parce que de plus en plus on n'entend plus parler de négritude dans nos lycées et collèges et même dans les rues. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Go. C'est moi qui vous remercie, madame. Le plaisir était partagé. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre attention. Merci à toutes les équipes de production qui ont travaillé à la réalisation de cette émission avec à la tête Jacques Brou et Larios Cobon. On se donne rendez-vous dans 15 jours, même heure, même antenne. Au revoir.